Coucou mes petits humains préférés et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et je serai votre co-animateur. Mais je vous rassure, hein, vous êtes en sécurité. Moment est là aussi. Oui! Maman est toujours dans les parages. Comment ça va, Hélène? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, t'en as glissé un petit indice en intro. T'aimes ça, hein, toi? Je suis petit ratoureux. Mais on va parler de sécurité. Moi, entre autres, la sécurité aux aéroports. Avec les détecteurs de métaux, tout ça, là. Ces affaires-là. Ouais. Là. Puis moi, je vais parler de la sécurité plus informatique avec les CAPTCHA, ces tests de robots. Là, en fait, savoir si t'es un robot ou non. On le sait déjà qu'on n'est pas robot, mais en tout cas, pour dire à notre ordinateur... Parle pour toi. Ouais, je sais pas. En tout cas, on va tout démêler ça après... Le générique. Yes. Will, toi puis moi, on a quand même eu la chance de pas mal voyager. Puis qui dit voyage dit souvent aéroport. Of course. Et qui dit aéroport dit contrôle de sécurité et détecteur de métaux. Mon bout préféré. Ben ouais. Puis là, j'en suis venue à me demander comment ça fonctionne, ces bébelles-là. Mais avant ça, je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler des détecteurs de métaux comme on connaît dans la culture populaire, hein, ceux qui permettent de trouver des trésors enfouis dans le sable. Ben, j'imagine que c'est eux qui venaient avant, puis qui ont fait peut-être qu'on est devenu riche. Peut-être. Sur la plage. Bien évidemment, il en existe plusieurs types, mais le modèle le plus commun, c'est le détecteur de métal à très basse fréquence qui fonctionne par induction électromagnétique. OK. Tu te poses pas de questions sur ce qu'est l'induction électromagnétique et la très basse fréquence? J'ai vraiment pris pour acquis que j'étais cave puis que t'allais peut-être l'expliquer ou que dans le fond, c'était juste moi c'était tout. Ben, t'as bien fait. Okay. Parce que c'est ça, l'induction électromagnétique. C'est le phénomène qui se produit quand un courant électrique est généré dans un élément conducteur, comme le cuivre. Est-ce que tu me suis? À date, oui. OK. Dans le fond, c'est ce qui se passe quand l'énergie mécanique va se transformer en électricité. Okay. Fait que ça a été découvert en 1831 par Michael Faraday. Puis dans un détecteur de métal, là, je vais comme tout expliquer qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur. Ben non, Vas-y. pas tout, là, mais... Explique-moi la vie. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ça va probablement être beaucoup plus clair, justement, le fonctionnement de l'induction. Donc, dans un détecteur de métal, il y a une bobine émettrice qui va envoyer une radiofréquence, ce qui va provoquer un champ électromagnétique. OK. Mais il y a aussi une ou plusieurs bobines dites réceptrices. Fait que quand tu utilises un détecteur de métal à la plage, justement, par exemple, puis qu'il y a des objets métalliques à proximité, ben ça va créer une perturbation dans le champ électromagnétique. Cette perturbation-là, elle est reconnue par les bobines réceptrices. Fait que si tu veux, là, dans le fond, la bobine émettrice va envoyer un signal. Là, il y a du métal, bip, bip, bip. Ça, c'est les bobines réceptrices qui t'envoient un signal sonore pour t'avertir qu'il y a la présence de métal. OK. Le petit problème ici, c'est qu'il y a souvent un délai entre l'émission et la réception d'un signal. Ça dépend d'un paquet de facteurs, dont la nature de la matière métallique. Le cuivre, l'argent, l'or, par exemple, ben, ils sont plus résistants, donc ils ont tendance à créer un plus gros décalage. Fait qu'il faut pas bouger trop vite avec ta machine, sinon tu vas, comme ça va sonner, puis tu vas être à côté. Là. Ben, c'est ça. Ça se peut que, dans le fond, t'aies un signal, puis que 5 pieds plus loin, où t'étais avant, ben, il y avait de l'or à ce moment-là. C'est pas nécessairement du métal qu'il y a là en dessous. Sprintez pas à gang. C'est ça. Faut dire aussi que les sols contiennent plusieurs minéraux qui peuvent interférer aussi. Autrement dit, on a plus de chances de tomber sur de la ferraille que sur des bijoux 24 carats. Ah, j'ai trouvé ma bague. Non, c'était une roche. Les détecteurs à l'aéroport fonctionnent sensiblement avec le même principe. D'où pourquoi j'ai fait cette petite introduction. Ben, je veux dire, les deux s'appellent détecteurs de métaux, fait que j'imagine qu'il y a un lien. C'est ça. Ils ont aussi pour but de déceler si un individu a du métal sur lui et donc potentiellement une arme. L'arche va émettre un champ magnétique qu'on traverse en passant dessous. Puis s'il y a la présence d'un objet métallique, ben, le champ magnétique est perturbé comme avec un détecteur de métal plus classique. Ce qui va faire en sorte que la machine va déterminer en fait si cette perturbation-là, elle dépasse un certain
seuils. Et si oui, ben il va sonner. Si tu veux, là, Il y a moins le délai, peut-être, avec ces machines-là. Il y a moins de délai, mais tu sais, il y a aussi le fait que, dans le fond, les agents transfrontaliers, ils vont dire, mettons, à ce seuil-ci, on veut pas que ça sonne parce que c'est, je sais pas, genre de l'aluminium. Là. Ça peut être ta braguette, là, quelque chose comme ça. Donc, ils établissent là, certains critères qui font en sorte que ça sonne ou pas. Ces portiques-là, ils sont utiles pour faire un scan global et accélérer évidemment le flux de passagers à la sécurité, parce que sinon, ben, il faudrait passer une fouille manuelle, puis ça serait long en longtemps. Puis il faudrait qu'on arrive à l'aéroport avec 3 semaines d'avance. J'ai pas envie. Non. Par contre, c'est parfois pas suffisant et c'est là que les détecteurs portatifs entrent en jeu. Je parle ici évidemment des espèces de manches que les agents de sécurité utilisent lorsqu'on fait ça. Exactement. Quand on se met les bras en T, qu'on bouge pas, qu'on retient notre respiration. Quand on fait le standing jack. Exactement. Ça permet une inspection plus détaillée et ciblée, ces petits détecteurs-là portatifs, en plus d'être plus sensibles, mais évidemment, ben, ça couvre une moins grande zone, donc c'est pour ça qu'on se sert pas juste de ça. Ben, puis en fait, c'est pour justement découvrir c'était où qui était le métal. Là. Exact. Mais mettons là, que tu te casses une jambe, qu'on t'installe une tige en titane, pas que prendre je te l'avion. souhaite ça. Mais ça veut-tu dire que tu sonnerais à chaque fois que tu passes la sécurité? Je dirais oui. Ben, en fait, les détecteurs de métaux sont censés pouvoir différencier les métaux, donc être en mesure d'identifier ce qui est une vraie menace d'une fausse alarme. Mais ma jambe, si elle est en métal, c'est une vraie menace. Oui. Mais ceci dit, tu peux aussi dire aux agents que tu as une pièce de métal dans le corps qui est tout à fait normale. Donc, comme ça leur permet là, justement de, encore une fois, déceler si c'est une fausse alerte. Sachez aussi que l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien a quelques conseils pour limiter vos chances de déclencher l'alarme en passant le portique de sécurité. OK. Fait que je suis allée faire un tour là-dessus et je vous les donne. Of course. Donc, la première des choses, c'est d'éviter les vêtements avec des boutons pression, des boutons en métal et des clous. Anyways, si vous voyagez pas en mou, honnêtement, je vous comprends pas. Moi, c'est leggings et coton watté all the way. Portez le moins de bijoux et accessoires possible. Limitez-vous à des petites boucles d'oreilles, montres, alliances, lunettes. Puis privilégiez évidemment les chaussures aussi faciles à enlever. Et j'oserais ajouter à remettre, question de ne pas créer un trafic monstre au bout du chemin de la sécurité. Laissez tout dans votre sac, la gang, là, puis vous mettrez beau après. Là. Ouais, puis si vous le pouvez, retirez tout piercing non visible. Je suis aussi tombée sur le reel d'une hôtesse de l'air qui disait quels vêtements éviter de porter lorsqu'on est à l'aéroport. OK. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même une hôtesse de l'air. Fait que je me dis c'est une source relativement crédible. Tout ce qui est paillettes, glitter, strass et autres tissus ou accessoires brillants là, qui fait en sorte que vous devenez une boule disco, évitez ça. Ça rend la tâche des détecteurs de métal beaucoup plus difficile, ce qui implique souvent une fouille manuelle par un agent, puis ça, ben, ça ralentit tout le groupe. Ouais. Puis là, je te vois venir, de plus en plus dans les aéroports, les simples arches ont été changées par des scans corporels qui fonctionnent grâce à une technologie à ondes millimétriques qui va projeter une énergie radiofréquence. Et ça, ben en fait, c'est que les ondes ils ont une capacité de profondeur maximale de 1 mm et la majeure partie va être réfléchie par le corps vers des senseurs qui vont permettre de produire une image 3D. OK, fait qu'ils voient ton corps en 3D puis ils disent, y a-tu une anomalie avec tout ça? Ils voient une silhouette. Ils voient pas, mettons, ton corps, justement, là, rassurez-vous, là, la première des choses, c'est que les radiofréquences sont de faible intensité, donc il n'y a aucun risque pour la santé. Femme enceinte, personne avec un pacemaker, vous pouvez passer par ces portiques-là. Parce que contrairement aux rayons X, ils sont non ionisants, donc peu nocifs. Puis l'énergie aussi, d'ailleurs, de ces machines-là serait l'équivalent de 1/10 millième de sel produite par un sel. Les agents, encore une fois, ils voient juste une silhouette et les irrégularités sur la surface du corps. Fait que les objets, les accessoires que vous pourriez avoir sur vous, si par exemple, je sais pas, vous avez un Kleenex dans vos poches, des trucs comme ça. C'est pour ça que des fois, ils vont te dire, t'avais-tu quelque chose dans les poches ou quoi que ce soit, puis dans le fond, c'était pas du métal, c'est qu'ils détectent la forme, en fait. C'est ça, ils voient pas la forme de vos bobettes, le détail anatomique, trucs comme ça. Le bombastic ass! Mais il n'y a pas non plus d'atteinte à la vie privée. Puis techniquement, vu que les ondes ne traversent pas la peau, parce qu'encore une fois, elles ont une capacité de profondeur de 1 mm, ben, les scanners vont pas détecter les objets qui sont cachés dans des orifices, par exemple, mais je gagerais pas que la sécurité se rendra pas compte de la supercherie. On va y revenir. Est-ce un truc pour nos auditeurs qu'on donne en ce moment? Non.
OK. Je suis pas responsable. Ni de vos kinks, ni de vos crimes. C'est ça, je fais juste transmettre des faits. Pourquoi on utilise ça plutôt que les détecteurs de métaux traditionnels qu'on avait pourquoi avant? on a changé? Pourquoi, hein? La réponse courte, c'est qu'ils sont plus précis. Puis mais que tu peux avoir un petit couteau en plastique? Ben c'est ça. La réponse complète, c'est qu'ils détectent pas juste les métaux, mais tout type d'irrégularité, que ce soit la dimension, la forme ou la matière, parce que ben, la réflexion des ondes, elle est différente sur la peau et sur les objets. Fait que tu sais, avec les anciens détecteurs de métaux, là, techniquement, tu pouvais passer avec un petit couteau en céramique du Dolorama dans les poches. Ah, ouais. Vois-tu, céramique, c'est mieux. C'est plus dangereux que plastique. Oui. Puis, à moins d'une fouille manuelle, ben, tu devenais une menace invisible. Chose qu'on ne veut plus. On veut pas être un fantôme. Non, ben, on veut pas être une menace fantôme. Star Wars. Les scanners pour les bagages cabine, ils ont aussi évolué. Tu me l'as dit toi-même la dernière fois qu'on a pris l'avion, t'avais l'impression que c'était rendu des réacteurs, là, quasiment. Oui, ben c'est ça, c'est rendu énorme. Fait que c'est ça qui fait que peut-être qu'on n'a plus besoin de retirer le liquide ou... Ben c'est ça, vous l'avez sans doute remarqué si vous avez voyagé récemment aussi. Dans certains contrôles de sécurité, on n'a plus besoin de sortir nos liquides, ordinateurs, caméras, etc. Ça fonctionne toujours évidemment par rayon X pour voir à travers les valises et les sacs, mais grâce à l'intelligence artificielle, ils sont aussi capables de faire une modélisation 3D beaucoup plus précise. Fait que ça fait en sorte qu'on aurait des gains de temps d'environ 30%. Ben, étant donné que à tous nos voyages, ils font passer mon sac parce qu'ils disent qu'il y a quelque chose de louche avec, sauf le dernier où il y avait les réacteurs, on a dit peut-être que c'est vrai. Peut-être, mais c'est ça, c'est que vu qu'on n'a pas à sortir tout notre stock puis à le remettre, ben, du temps ça aussi, accélère vraiment, là, fait qu'il y a beaucoup moins de trafic au niveau là, justement des contrôles de sécurité. Puis ces scanners, ils seraient aussi capables de détecter des explosifs dans les liquides, ce qui enlèverait techniquement la restriction à 100 ml. Mais il y a quand même plusieurs instances comme la Commission européenne, c'est ça, qui ont leurs doutes par rapport à la fiabilité puis la marge d'erreur réelle des machines. Donc pour l'instant, ben, on continue avec le 100 ml, mais techniquement, vous avez plus vraiment besoin de sortir tout ce qui est ordinateur, caméra, etc. Nice. Et si je peux me permettre aussi, ça reste fort probablement la portion la plus sale de l'aéroport, là. Tu sais, quand tu penses... Les vieux bacs, là. Ben c'est ça, c'est pas tout le monde qui va, mettons, aller aux toilettes ou qui va toucher des poignées de porte, mais c'est tout le monde qui va passer la sécurité, donc toucher des bacs, y déposer leurs souliers sales, mettre leurs petits changes qui traînent dans leurs poches, etc., etc. J'avais jamais pensé avant, puis là, ça m'écoeure. Ben, c'est ça. Pas sûr que les bacs soient nettoyés si fréquemment que ça non plus. Fait que bref, peut-être vous laver les mains ou prendre votre petite bouteille de Purell de moins de 100 ml après le contrôle. My two cents. Ouais. Mais là, les scanners, c'est un seul dispositif de sécurité parmi d'autres. Hein? C'est sûr. Ce serait naïf de se dire, par exemple, que les agents transfrontaliers ne se font pas un petit screening de qui qu'on est, puis n'ont pas leur petite opinion avec leurs préjugés et leurs biais. Ben franchement, des agents frontaliers qui seraient potentiellement racistes. Mais pas juste racistes, là. Mais il y a plusieurs codes qui ont été développés pour parler de certains passagers. Le plus connu, c'est le SSSS. Fait que 4 fois la lettre S. Ça se dit bien. C'est des serpents. Ça, c'est un code qu'un agent va inscrire sur la carte d'embarquement. Les 4 S, ça signifie Secondary Security Screening Selection ou sélection pour contrôle de sécurité secondaire. OK. Fait que vous l'aurez compris, ça implique généralement une fouille des bagages et de répondre à quelques questions. Donc, il y a, si tu veux, un step de plus là, au niveau de la sécurité. Ça peut être de l'ordre du hasard, mais aussi parce que la personne, par exemple, présente des signaux de stress. Fait qu'on est comme, elle a-tu de la cocaïne dans son bagage cabine, elle? Ou dans un petit trou. Ou dans un petit trou. On parle pas de fouilles à nu, là, ici. On parle vraiment plus de fouilles de bagages, des questions de genre, où est-ce que vous allez, combien de temps, etc. Là. Puis là, ben, tu me connais, j'ai fait des recherches sur les objets les plus insolites que des personnes ont essayé de passer à la sécurité d'un aéroport ou, dans certains cas, les façons les plus créatives de voyager avec des objets interdits. Donc, c'est pas juste la cocaïne dans le petit trou. C'est pas juste la cocaïne dans le petit trou. À l'aéroport de Nashville, on aurait déjà trouvé des ciseaux géants dans un bagage cabine. Tu sais, là, les ciseaux pour couper le ruban d'une cérémonie d'inauguration. Ouais. Je pense que le ruban, il a pas été coupé. Ben, pourquoi il n'y en a pas à l'endroit où tu t'en vas? Pourquoi tu prends l'avion? Il y a beaucoup de questions, mais c'est ça. C'est très drôle.
Chacun ses décisions, hein, comme on dit. À Atlanta, un gars avec des lames au bout des doigts ont été découverts dans un bagage et on me dit à l'oreille que c'était ni Wolverine ni Freddy Krueger qui étaient en transit. Fait que... Wolverine, c'est pas un gars, mais en tout cas, je vais te le laisser pour le gag. Là, mais Freddy Krueger, c'est bon. C'est bon, c'est un bon flash. À Fort Lauderdale, il y a 2 femmes qui avaient en leur possession des pots d'argile, supposément des artefacts vaudous achetés à Cuba pour lutter contre les esprits malveillants. Dans ces fameux pots-là, il y avait des fragments de crâne humain. Ben oui, des choses normales, comme ça qu'on achète dans un magasin souvenir. Ben, ça devait être du vrai vaudou, là. Je pense que ça a bien fonctionné. Lui, tu le trustes. Tu dis, ouais, il y a quelque chose là-dedans. Là. Authentique. Toujours en Floride, mais à Miami cette fois. Pourquoi je suis pas étonnée qu'il y a plein de choses qui se passent en Floride au niveau des contrôles de sécurité? Il y a une personne qui voyageait avec 7 serpents et 3 tortues, tous des animaux vivants, d'assez pétalons. Ouais, ben ça, il y a une année, la revue de l'année, on avait parlé des serpents, mais des tortues comme ça dans les poches, on dirait que c'est sûr que c'est pas subtil. Exact. Puis je me dis, comment cette personne-là, elle a pu penser qu'il y a personne qui s'en rendrait compte? Là? Je veux dire, il y a des limites à avoir la bougeotte là, quand même. Là. Une tortue par fesse, puis une sur le jackstrap. À l'aéroport de Portsmouth, il y a un passager qui avait caché de la méthamphétamine dans une béquille. Mais il y a toujours une bonne idée quand même. Ouais. Ça va sonner dans tous les cas. Un point pour la créativité. En Chine, il y a un homme qui ne voulait absolument pas partir en voyage sans son animal de compagnie. Une tortue, encore une fois. Là. Je sais pas qu'est-ce que les gens ont avec les tortues. Fait qu'il l'a déguisée en hamburger pour essayer de la camoufler. Comme elle était vraiment underbone avec une petite laitue pis tout, là. Restons dans le camouflage et les reptiles. Il y a une ado qui a tenté de voyager avec un caméléon sur la tête, prétendant que c'était un chapeau et pensant qu'il se fondrait dans le décor parce que c'est un caméléon. Oui, mais ça prend pas la forme, c'ti. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est qu'il y a plein de passagers qui ont fait comme « The fuck is going on? » qui se sont mis à prendre des photos. Puis ça, ben, ça l'a mis la puce à l'oreille aux agents assez rapidement. Je sais pas, encore une fois, qu'est-ce que les gens ont avec les animaux, mais en Corée du Sud, il y a une femme qui voulait supposément tellement offrir des têtards en cadeau à un ami qu'elle les a cachés dans sa bouche. Ça m'écoeure. Je suis désolée si vous êtes en train de manger ou si vous avez eu un gag reflex ou de quoi, mais il fallait que je le dise. À l'aéroport de John Lennon à Liverpool, il y a 2 Allemandes qui voyageaient avec un proche de 91 ans. Jusque-là, tout va bien. Ça va. L'homme était confortablement assis dans une chaise roulante, étant donné qu'il y a quand même 91 ans. Là, donc, marcher d'un bout à l'autre de l'aéroport. Bon. Il portait aussi des lunettes fumées. Je te dis ça parce que l'affaire, c'est qu'il était mort. Ah, c'est Weekend at Bernie's 2. Oui, c'est ça! Fait qu'au lieu de déclarer son décès, ben, elles avaient plutôt préféré dire au contrôle de sécurité qu'il dormait. Évidemment, ils se sont rendus compte assez vite que le bonhomme... Ça coûte moins cher faire ça que de faire... faire rapatrier un corps. Ouais. Je sais pas, là, mais en tout cas... Sketchy as fuck. Ouais. Plus tragique, par contre, en 2010, il y a une personne qui a réussi à passer la sécurité de Kinshasa avec un crocodile dans un sac de sport. Et je te dis que c'est tragique parce que le croco, ben, il a réussi à s'échapper durant le vol, semant la panique, ce qui a provoqué un déséquilibre de l'appareil parce que tous les gens se sont mis à l'avant de l'appareil. Et donc, ça a provoqué l'écrasement de l'avion. La quasi-totalité des passagers de l'équipage ont perdu la vie. On parle quand même de 20 personnes sur 24. Là. C'est 80% du monde qui sont décédés. Ça, ben, c'est probablement par le fait que c'est un petit avion que ça l'a créé plus d'émoi aussi, veut pas. Là. Ouais, complètement. Puis c'est ça. Puis le croco, il était pas décédé au moment de l'écrasement, mais les autorités locales l'ont abattu. Ouais. En tout cas, aïe, aïe, aïe. Et enfin... au moins, on finit pas sur une note négative. Là. Non, ben, cocasse. non, c'est pas négatif. Enfin, il y a Peter Mayhew. Je sais pas si tu connais ce nom-là. Ça te dit quoi? Oui. C'est qui? C'est le gars qui fait Chewbacca. Exactement, l'interprète de Chewbacca dans Star Wars. Il a été arrêté pendant un moment à l'aéroport de Denver alors qu'il revenait du Comic-Con. Puis l'affaire, c'est que sa canne avec laquelle il se déplace pour marcher, elle ressemble énormément à un sabre laser. Ouais. Ce qui était perçu comme une arme par la sécurité. Ils savent-tu, le monde, que c'est pas vrai, les sabres laser? Mais d'après moi, ils ont pas reconnu le gars. Non, mais peu importe, un sabre laser, c'est une canne comme une autre, là, même si ça a l'air
Ben, regarde, Aïe. je sais pas, mais bref, le personnel d'American Airlines a volé à son secours, donc tout est bien qui finit bien pour lui. Et voilà ce qui conclut ma partie. C'était triste pour la race humaine plus qu'autre chose, finalement, celle-là. Complètement. Mais merci, j'ai tout adoré. Je connais mieux l'univers dans lequel je vis et je sais dans maintenant... lequel tu voles, surtout. Oh! Et je sais que des gens ont déjà déguisé une tortue en hamburger. Donc, voilà, ben, mon tour maintenant, j'imagine. Donc, peut-être qu'un jour, je vais choisir un sujet simple duquel j'ai déjà les connaissances de base. Non, ça arrivera jamais, ça. Être certain que je ne me suis pas trompé, mais ce ne sera pas aujourd'hui parce qu'on parle du merveilleux monde de l'informatique et de l'intelligence artificielle, monde qui, on le sait, n'est pas du tout complexe ou en constante évolution. Fait que, désolé pour tout mon entourage qui travaille en informatique parce que je connais beaucoup de monde, puis moi, adjacent, là, mais c'est pas ma job. Là. Fait que n'hésitez pas à nous écrire pour nous corriger au besoin. On reste de fragiles petits humains qui font du mieux qu'ils peuvent. On fera pas les corrections, anyways. Ben non, mais on va le dire dans ce prochain épisode, là. On va pas... Non. Mon Dieu que c'est négatif. Blague. Ici, William, au montage. Je sais pas trop ce qui s'est passé sur ce son-là, mais ça arrivera plus dans le reste de l'épisode. M'excuse. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir un sujet que j'avais mis dans mon grand bol à idées qui traînait depuis des années, les CAPTCHA, ou que tu connais peut-être plus sous le nom de reCAPTCHA. Ouais. Mais on va y venir. Pourquoi que c'est ça? Mais c'est une deuxième version, genre? C'était une deuxième version. Ouh. Fait que ces fameux tests pour prouver qu'on n'est pas des robots, déjà, leur fonctionnement m'intéressait grandement, mais je trouvais ça encore plus pertinent à savoir avec l'avancée de l'IA s'il y avait des changements par rapport à ça. Est-ce que c'est encore utile ou est-ce que ça a déjà été utile? Donc, voilà le sujet du jour. Mais avant toute chose, il faut régler un peu c'est quoi que ça veut dire, CAPTCHA. D'où est-ce que ça vient? C'est pas... C'est-tu un acronyme ou... Oui, c'est pas relié avec la ville de Captcha en Gaspésie. T'es con! Ça veut plutôt... c'est un acronyme qui essaie de ressembler au mot capture en anglais. OK, ouais. Mais ça signifie Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Attends, là, je pense que je saigne du nez. Ouais, mais déjà, de base, si on prenait toutes les lettres, ça serait CAPTCH. Mais en tout cas, ils ont décidé de le couper un peu. On va réduire les T puis on va enlever un A. Fait que CAPTCHA, ça fait plus cool. Ouais. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? Ben déjà, il faut savoir que, je te disais, Automated Public Turing Test dedans. Là. Ouais. C'est quoi un Turing Test? Aucune idée. Tu connais Alan Turing? Oui, celui qui n'a pas été à l'initiation de la création du logo d'Apple. Oui. J'avais fait une capsule là-dessus. Lien, c'est incroyable. Tout est relié. Alan Turing, qui on sait, a aidé à décrypter des messages pendant la guerre. Deuxième. Ouais, la deuxième guerre, ouais. Puis, en fait, c'est un test, le test de Turing, c'est un test qui a été développé par lui, appelé le jeu de l'imitation, qui est aussi le nom du film. Imitation Game, mais oui. Puis, c'est un test où on positionne quelqu'un dans un échange avec un ordinateur et un humain. Ouais. Si l'humain n'est pas capable de distinguer lequel était l'ordinateur, on peut dire que l'ordinateur a passé le test. Ouais. Fait que dans le fond, il chatte avec un humain. Qui s'est fait comme passer comme un humain, dans le fond. Ouais. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Human or Not. Tu peux faire ça. Tu peux chatter. Ouais. Tu fais comme 4-5 messages, puis ça te dit est-ce que c'est un humain ou un robot? Mon truc, quand j'ai joué quelques fois, je leur parle de pizza-getty, puis les robots, ils ont vraiment de la difficulté avec cette information-là. En tout cas, ça, c'est mon petit truc à moi. Est-ce que t'as du temps à perdre? Sur ce, le CAPTCHA, c'est un test de Turing inversé parce que là, c'est un ordinateur qui tente de savoir s'il parle à une personne ou à un humain. Oui. Fait que d'où le côté inversé. L'objectif de cette mesure, c'est de protéger soit un site Internet de spam ou d'empêcher des tentatives de décryptage de mots de passe d'un compte, par exemple. Un test de CAPTCHA, initialement, là, quand c'est parti, c'était constitué de deux parts. Donc, une séquence aléatoire de lettres ou de chiffres qui apparaissaient de manière déformée, puis une zone de texte dans laquelle tu devais retaper les mêmes caractères. Là. C'était A6, H7 écrit tout croche avec des barres dessus, etc. Puis, pour réussir le test et prouver que vous êtes humain, il suffisait de saisir les caractères dans la zone de texte. Assez simple là, comme test. C'est ça. Le concept des CAPTCHA a été développé en 1999, en fait, par des ingénieurs informatiques de Carnegie Mellon University. C'est plus vieux que ce que je pensais. Honnêtement. Mais en même temps, l'Internet est plus vieux que ce que je pensais de manière globale. C'était les débuts de. Puis parmi ces ingénieurs-là, il y avait Louis von Hahn, un homme qui serait important de se rappeler le nom parce qu'il va revenir à multiples reprises Louis von Hahn, Louis von Hahn. Louis von Hahn. OK, c'est bon.
Le concept est alors l'image classique avec une série de chiffres et de lettres tordus, flous, entremêlés. La première utilisation à grande échelle du système a par la suite été lancée par PayPal en 2001. Un des problèmes auxquels ils faisaient alors face, c'était que leur système était attaqué par des bots qui créaient des tonnes de nouveaux comptes parce que PayPal donnait 10$ quand tu créais un compte. Fait que comme ça, Hey, là, je devrais pas dire ça, mais ma mère, tu sais, dans le temps, là, au Sears, où ils donnaient 10$ quand tu prenais leur carte de crédit, là, de quoi de même, là. Puis à chaque fois, elle prenait la carte, puis une fois qu'elle avait fait sa transaction, puis tout ça, elle la cancellait, puis là, à chaque fois, elle recommençait. Same type je dévoilerai pas son nom, pas qu'elle soit arrêtée. Mais au moins, c'est pas un robot qui le fait à multiples reprises dans la même minute. Non. Donc, PayPal a décidé d'implémenter un tel système. Puis par la suite, presque systématiquement, tous les sites Internet se sont mis à l'utiliser, vu que PayPal, c'était quand même un référent à l'époque, etc. C'est une source crédible. Là. Si eux, ils l'utilisent, puis là, à partir de là, l'Internet était sécuritaire et tout est bien qui finit bien. Non. Non. Parce que même si c'était vrai que le système bloquait la majorité des bots malicieux au début, celui-ci n'était pas prêt à affronter les pays pauvres. Ça va, Charles Beauchesne? Parce que, avant les click farms ou les usines à tweets, on avait déjà aussi affaire à des gens qui avaient absolument aucun problème à passer leur journée à répondre à des captchas contre de l'argent provenant des mains de ces personnes frauduleuses-là. Fait qu'au final, au lieu que ce soit des robots qui le faisaient, c'est juste quelqu'un qui faisait. Fait qu'au lieu de faire 10$, maintenant il faisait 4$. Mais au final, tout était parfait. L'humain n'est-il pas incroyable? Ceci étant dit, Louis Von Hahn, notre chercheur du Carnegie Mellon University, il est revenu en avant-scène en 2006, donc 5 ans plus tard, parce qu'il y avait une petite réflexion intérieure en se disant qu'il faisait perdre du temps en sacrifice au monde avec ses captchas. Parce que 5 ans après le lancement de la mesure de sécurité, c'était pas moins de 200 millions de captchas qui étaient complétés par jour. Arrête! Ouais, considérant que ça prend, mettons, en moyenne 10 secondes, quand c'est pas trop compliqué, l'humanité perdait un petit 500 000 heures à décider s'il voyait un C ou un G avec une tache dessus. T'sais. Oh mon Dieu! Fait que l'idée, mixer l'utile au désagréable. Vois-tu, l'un des projets actuels du monde de l'informatique en 2006, c'était la numérisation de livres et autres documents sur l'Internet. Ouais. Puis là, les ordinateurs étaient pas pires pour reconnaître les caractères bien droits et lisibles à cette époque-là. Mais il y en avait quand même quelques-uns qui leur jouaient des tours. Mettons, s'il y avait une tache d'encre, la page était déchirée, etc. Von Hahn a alors lancé une nouvelle version du CAPTCHA nommée reCAPTCHA. Oui. Ou plutôt que de montrer version 2.0, là, dans le fond. Ou plutôt que de montrer un agencement de caractères pêle-mêle, il allait montrer 2 mots à identifier. OK. Donc, tu as sûrement déjà vu, tu avais 2 mots à écrire là, sur un CAPTCHA. Souvent, c'était comme 2 rectangles différents. Mettons, tu avais comme chapeau puis. Je me souviens pas d'avoir eu ce test-là comme tel. Je me souviens, tu sais, les caractères fluides. Les mots, un à côté de l'autre, ils étaient fluides aussi. Ils n'étaient pas droits aussi. Fait que c'était que maintenant, au lieu que ça soit juste des caractères aléatoires, c'était comme 2 mots. Ah oui, ok, oui. Je pense, je sais de quoi tu parles. Ce que les utilisateurs ne savaient pas, par contre, à ce moment-là, c'est que l'ordinateur connaissait un seul de ces 2 mots-là. Donc, le test, savoir si c'était un robot ou non, était sur un seul des 2 mots, soit le premier, soit le deuxième, au hasard. Puis peu importe ce que tu tapais sur le deuxième mot, ça te fait faire passer le test pareil. Mais en fait, l'objectif, c'est qu'il prenait, mettons, un texte où ce qu'il reconnaissait les mots du texte, sauf un mot. Fait que là, il prenait un des mots qu'il reconnaissait, disons que c'était le mot robot, il le mettait, puis à côté, il y a le mot qui ne sait pas trop c'est quoi. Il te mettait les deux. Toi, tu as tapé robot. Là, c'était chapeau, mettons. Là, il dit, OK, elle a tapé robot, she's good, she's a human. Puis là, le mot chapeau, s'il y a assez d'humains qui ont écrit chapeau, lui, il fait comme, OK, dans le fond, ce qui était marqué là, c'était chapeau. Fait qu'il sauvegardait ce mot-là. À cause de l'occurrence. C'est ça. Fait qu'il utilisait les humains pour détecter qu'est-ce qui était réellement les mots des textes qu'il avait scannés. Fait qu'on est exploité depuis tout ce temps-là. Et oui, madame, mais au moins c'était pour une bonne cause, d'un certain point de vue, parce que initialement l'objectif c'était de numériser l'ensemble des archives du New York Times de 1851 à aujourd'hui. OK, ouais. Le tout représente plus de 13 millions d'articles pouvant désormais être consultés clairement, plutôt que sous forme de vieux PDF de feuilles jaunies. Vraiment, tu peux retaper là, sur le site Internet. C'est louable, ça reste une compagnie à profit, mais au moins, c'est de l'accès à de l'information, puis c'est l'histoire, etc. Mais la compagnie de Von Hahn a bien entendu été rachetée par Google en 2009. Puis en a profité pour faire de même pour numériser ce qui deviendra leur catalogue de Google Books. Là, c'est là que ça devient un peu plus touchy parce que les livres sur Google Books sont pas gratuits, là. Ouais, c'est ça, fait qu'ils font doublement nous exploiter. Pas nous exploiter, ils nous exploitent mais... parce qu'on tape pour eux.
Ouais. Puis après ça, si tu veux le livre, achète-les, man. Comme, hey, j'aurais le droit au moins à 2-3 livres gratuits. Mon gars, là, je sais pas, là, c'est moi qui l'ai tapé, là. C'est ça. Fait que, tout cas. Mais on le sait, par contre, tu l'as dit, tu n'as presque pas vu ce système-là dans ta vie parce qu'à partir de 2012, reCAPTCHA il a évolué puis il est devenu celui que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, surtout les Gen Z. Identifier les feux de circulation. Exactement. Identifier des affaires sur des images. T'es-tu en train de me dire que là, c'est Maps qui nous exploite? Ben, je veux dire, clairement, c'est des images de Google Street View, là, fait que... oui. Puis ben, ce changement-là, il y avait 2 raisons. 1, il n'y avait plus tant de livres à scanner. Puis 2, les ordinateurs devenaient extrêmement bons pour déchiffrer les caractères, fait que c'était plus vraiment sécuritaire. Selon une analyse publiée par Google en 2014, l'intelligence artificielle de l'époque était capable de résoudre les textes tordus avec une précision de 99,8%. Fait que, mettons que c'est aussi bien faire des tests dans le vide, là, rendu. Ouais. Puis pourquoi Google Street View? Ben, certains pourraient dire que c'est vraiment juste parce que ça nous permet d'avoir une source d'images très variée pour nous identifier. Puis d'autres plus cyniques, peut-être, là, je sais pas si t'en fais partie, pourraient se dire coudon, ils nous utilisent-tu pour être capables de mettre les icônes de stop et de lumière sur Google Maps? Probablement. Eux, ils disent que ça sert juste à améliorer le service direct puis qu'ils s'en servent pas non plus pour feeder le développement de leur projet de véhicule qui se conduit tout seul. Mais c'est Google. Ouais. Fait que, tu sais, chacun son point de vue. Moi, je leur fais confiance parce que ça reste quand même une compagnie qui était marquée Remember, don't be evil dans leur code de conduite. Ils l'ont retiré en 2018, mais tu sais, ils l'ont déjà dit qu'ils n'étaient pas evil avant. Fait que ça se balance. Oui, mais les gens peuvent évoluer et c'est pas nécessairement vers le bon. Ah! Zut! Blague à part, on se doute que Google avait encore une fois un peu une petite idée de ce qu'il y avait sur ces images pour être capable de déterminer si on avait raison ou non tant qu'on sélectionnait si c'était bel et bien les feux de circulation. Mais c'était pas ça le véritable test. Le test, c'était plutôt le comportement de l'utilisateur en identifiant ces objets-là. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, ce que Google identifie, c'est le mouvement de ta souris, ton hésitation. Est-ce que tu as cliqué sur une image, tu l'as retiré? C'est comme notre employeur quand on est en télétravail. Ils sont tous reliés, hein, les GAFA! Mais bon, au final, c'était plus de savoir est-ce que ton comportement est comme un robot ou non. Ouais. Puis c'est d'ailleurs pour ça aussi que le système a encore une fois évolué pour le fameux I am not a robot, la petite case à cocher. Parce que si tu passes ce test initial-là, mettons qu'ils ont vu ta souris bouger adéquatement, comme clairement c'est pas un robot, tout est beau, tu peux rentrer dans le site, bonne journée. Mais si Google a encore un doute, il va te faire passer le test d'analyse d'image comme d'habitude, histoire de valider ton comportement. Puis ça t'est peut-être déjà arrivé de dire genre, j'ai répondu à un, j'ai répondu à l'autre, si j'ai fait des erreurs, peut-être, ou t'étais juste trop bonne. C'est juste, des fois, c'est que si t'étais pas connecté à un compte Gmail, par exemple, ou si t'avais pas assez de cookies qui pouvaient aller identifier. Ouais. Mais c'est parce que c'est vrai que ça m'arrive des fois, mettons, ça dit justement identifier le feu de circulation. Le petit coin, il est-tu dedans? Oui, dans le cas. Le poteau, c'est ça, tu sais, ça fait-tu partie du feu de circulation ou c'est juste les lumières qu'on veut? C'est justement qui est considérée là-dedans. Fait qu'au final, il faut pas trop se battre. Mais ouais, c'est ça, c'est que... non, moi, je vais me battre pour avoir ma paye puis mon T4 de Google, là, parce que... non, mais ça va si c'est le poteau. Ils m'en ont fait passer là, des anxiétés de genre, mais là, c'est ça ou c'est pas ça, puis je vais-tu pouvoir accéder au site web ou pas? C'est chiant, hein? Ouais, mais tu pourrais aussi les poursuivre pour le fait que ils checkent ton adresse IP, qu'ils checkent tes cookies pour savoir si tu étais bel et bien un robot ou pas, parce que oui, il y a des gens, si tu fais un test, là, tu le mets en mode incognito, etc., puis tu n'es pas connecté, il va te faire poser plus de questions parce que dans le fond, il peut pas utiliser ta data pour t'identifier. Fait qu'au final, c'est comme, attends, à quel point c'est Big Brother, là, on est dans 1984. Puis c'est pas fini parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais même ce système-là, on le voit de moins en moins de nos jours. Ouais. On est désormais à la V3 du reCAPTCHA. C'est le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA. Qui se fait en background de manière sinistre et lugubre. Parce qu'on ne veut plus que les humains aient cliqué sur quoi que ce soit pour créer de la friction pour l'utilisateur. Fait que c'est ça, ils checkent vraiment juste tes affaires en background. Puis tu vas peut-être remarquer, là, des fois sur les coins des sites, il y a le petit C de reCAPTCHA. Ça veut dire qu'on est en train de checker en background si tu es un robot ou pas. Fait que c'est vraiment moins sécuritaire, mais au moins les gens, ils sont pas fâchés.
Puis, comme ça, on a leur donné. Ils sont pas fâchés parce qu'ils le savent pas. C'est un peu ça, effectivement. L'ignorance, c'est le meilleur des bonheurs. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Puis, ils savent, Google, qu'on aime ça dépendre d'eux. Là. Moi, le premier, là, j'ai fait des recherches sur Google pour cet épisode-là. Puis, actuellement, je suis en train de lire sur mon Google Doc. Là, ouais, fait que, c'est ça. C'est ça. Mais c'est important de prendre un pas de recul de temps en temps. Puis, garder ça d'un œil plus critique plutôt que de juste encenser, de genre comme ah oui, on est plus sécuritaire, c'est cool. Vive le futur, tu sais. Puis après, c'est moi qui finissais sur une note dramatique, tu sais. Ah, ben non, mais j'ai pas fini. OK. Selon une étude en 2023, on estime que l'homme aurait passé 819 millions d'heures à résoudre des CAPTCHA. C'est beaucoup trop. Puis si on prend le salaire minimum au Québec, qui est de 16,10, c'est l'équivalent de 13 milliards économisés par Google en free labor. J'attends mon T4 et ma paye. Les profits qu'ils ont fait sur les livres, sur les ventes de l'outil, sur l'utilisation des Google Maps, etc., l'argent sauvé en R&D pour l'IA, puis la valeur astronomique estimée en données récoltées qui est de un petit 888 milliards. Fait que ils disent qu'ils ne le vendent pas, ces données-là, de cookies qu'ils utilisent pour la sécurité, puis j'y crois, mais ils peuvent se faire hacker. Puis ils l'utilisent pour eux-mêmes, pour d'autres trucs potentiellement pas du tout evil. Fait que voilà, vive Google. Puis au moins le créateur du reCAPTCHA, lui aussi, c'est une bonne personne, Louis von Hahn. C'est-tu vrai ou c'est sarcastique? Sais-tu qu'est-ce qui est devenu après avoir vendu reCAPTCHA, Hélène? Non, il est mort. Non. Il y a un lien avec la mort avec l'année dernière, tu vas voir. Certains de nos auditeurs l'ont probablement reconnu parce qu'il s'agit du cofondateur et CEO de Duolingo, imagine-toi donc. Arrête! Fait que la mort, quand le hibou est mort l'année dernière, etc. Puis aussi, Duolingo est mort pour plusieurs l'année dernière. Ben oui, puis il nous envoie des menaces quand on fait pas nos strikes. Don't be evil, en tout cas. Mais ouais, c'est ça, c'est que un des éléments plus négatifs, c'est qu'il a annoncé à la fin de l'année dernière, à l'automne, que la compagnie serait désormais plus AI first dans son approche. Fait que il y a beaucoup de gens qui ont fait genre, on y allait parce que justement c'était personnalisé, c'était cool, on aimait justement l'accès des réseaux sociaux puis comment accélérer. Fait que là, c'est la raison pour laquelle on va vers ton produit, puis là tu le retires. Fait que là, les gens sont comme oui, les tech bros finissent tout par tomber du côté obscur de la force, sauf Google, bien entendu. Fait que côté obscur de la force, Peter Mayhew, on a tous les deux fini sur Star Wars aujourd'hui. Donc voilà pour cet épisode-ci. Je pense que je vais aller me coucher. Non, mais sans blague, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à le liker, à vous abonner aussi, à Spotify, Apple Podcasts, YouTube, votre plateforme d'écoute, bref. Je suis déjà abonné sur toutes. Trop cool. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, également de nous suivre sur les réseaux sociaux où on met des extraits et du contenu complémentaire, comme justement la capsule par rapport à Alan Turing puis sa relation avec Apple dont je parlais. Puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Yes! Bye!